Bonjour à tous et bienvenue pour cette cinquième séance des conférences Notre-Dame en chantier, où aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir alors trois collègues sur place et une quatrième collègue à distance qui vont venir nous parler d'un sujet assez transversal sur le chantier de restauration et de chantier scientifique de Notre-Dame. À propos des signes lapidaires découverts sur la cathédrale. Je vais faire une brève présentation de nos trois orateurs ici présents et qui vont vous montrer un petit peu la diversité de ce qui va pouvoir être abordé, la diversité de la façon dont ce projet est né sur le chantier même de Notre-Dame de Paris. Donc, de gauche à droite, nous avons Santiago Hardy, qui était cordiste sur le chantier de Notre-Dame de Paris et qui, donc au cours de son travail sur le chantier, a d'une part été confronté directement à l'intervention des membres du groupe de travail Émotion Mobilisation, les anthropologues du chantier scientifique Notre-Dame de Paris, mais également, de par son travail, a été amené à découvrir une partie des signes lapidaires de l'édifice et a commencé de mener une réflexion en compagnie notamment de Delphine Civilet, qui est à distance également, qui était ingénieur de recherche, ingénieur d'études au laboratoire de recherche sur les monuments historiques qui ont travaillé conjointement, comme vous allez pouvoir le voir dans cette présentation, à établir des relevés selon une méthodologie notamment archéologique, mais également de s'intéresser de manière artistique à cette question du relevé des marques lapidaires de Notre-Dame de Paris, sur donc une façon d'appréhender, notamment sur corde, comme vous pourrez le voir, de manière la plus exhaustive possible l'ensemble de l'édifice. Donc, à la caméra, nous avons Jean-Christophe Monferrand, qui est réalisateur et qui a rejoint également l'Institut de Cergy Paris Université, dans lequel il travaille aujourd'hui comme ingénieur d'études, et donc qui a accompagné le chantier scientifique de Notre-Dame de Paris pour le groupe de travail Émotion Mobilisation, quasiment de manière quotidienne, on va dire, à la fois à la recherche notamment du contact et des réactions suscitées par les différents acteurs du chantier, les cordistes d'une part, Santiago, mais également l'ensemble des chercheurs et des artisans qui y travaillent. Et ce projet sur les marques lapidaires, il a aussi bien entendu rejoint les préoccupations plus archéologiques du groupe de travail Pierre, qui est ici représenté par Cédric Mouly, qui est archéologue du bâti, ingénieur d'études à l'Université de Lorraine, qui est l'auteur d'une thèse sur bâtir en Lorraine méridionale du XIe au XIIe siècle et qui a donc une spécialité sur l'approche archéologique de ces grandes constructions et en particulier de la question des marques lapidaires. Il a travaillé sur le chantier notamment en compagnie d'autres membres du GT Pierre, bien entendu, à l'étude de l'arc doubleau effondré de la nef, dont il sera peut-être question lors d'une prochaine étape de ce cycle de conférences, et en particulier, plus récemment et toujours en cours, puisque Cédric, tu étais sur le chantier cette semaine même pour relever une partie de ces marques sur le chantier et poursuivre ces travaux, donc s'intéresser de manière archéologique et permis par la suite, par la présence des échafaudages qui, depuis 2022, ont facilité l'accès à ces signes, et bien d'avoir cette approche plus archéologique sur l'appréhension de ces signes. Donc c'est à la fois une approche artistique, faisant corps un petit peu avec l'édifice qui est né en partie du côté de Santiago Hardy et de Delphine Civilet, et qui a été bien sûr amplifiée et reprise de manière plus archéologique par les archéologues du Gétier Pierre, et donc qui va vous être présenté de manière à 3 voix, aujourd'hui 4 voix même, puisqu'il y a la caméra de Jean-Christophe qui vous parlera. Alors j'espère que ce sera très fluide à distance et sur la salle. On a fait quelques petits réglages
de son au départ. J'espère que ça pourra passer correctement. Et donc, je vous souhaite une bonne conférence et je remercie nos orateurs de leur présence aujourd'hui. Eh bien, moi, je tiens à te remercier de nous avoir invités à présenter nos travaux. Alors, juste quelques précisions. Il y a 2 absents aujourd'hui, donc Delphine Civilet, qui est à distance et à Abu Dhabi, et Claudie Voisenat, qui est un peu à l'origine aussi d'une partie du travail, qui n'a pu venir pour des raisons de santé. Donc, quelques mots pour débuter sur la façon dont le projet de Delphine et Santiago a pris place dans le chantier scientifique de Notre-Dame de Paris, dans le cadre de l'ethnographie visuelle que je mène au sein du groupe de travail Émotion Mobilisation. J'ai rencontré Santiago dès 2020 et l'ai interviewé en tant que cordiste. J'ai été frappé par la conscience aiguë qu'il avait de la profondeur historique du travail qu'il était en train de mener. Il me fait part à cette époque de son envie de garder des traces et de porter à la connaissance de tous des signes et des marques qu'il avait repérés sur les pierres de l'édifice. Il est rejoint très vite par Delphine Civilet, qui, elle, faisait partie des archéologues et ingénieurs qui traitaient les vestiges de l'incendie. Claudie Voisenat, qui coordonne le GT Mobi, a vu de son côté un terrain d'enquête sur les émotions liées au chantier et a décidé d'accompagner leur démarche en leur donnant par la même occasion le cadre institutionnel nécessaire à sa réalisation. Tout aussi rapidement, le groupe de travail Pierre, déjà engagé dans des relevés similaires, enfin là, mon voisin précisera tout ça, les a rejoints dans leur réflexion, et en particulier donc Cédric ici présent. De même que le GT Données numériques, qui a entrepris d'intégrer les résultats de cette recherche dans le clone numérique de la cathédrale. Partant d'une initiative et d'une émotion individuelle, le projet réunit donc aujourd'hui 3 groupes de travail et des chercheurs de tous horizons. C'est là peut-être l'une des magies qui permet l'aventure humaine du chantier scientifique et du chantier de restauration autour de Notre-Dame de Paris. Merci Jean-Christophe. Donc, Cédric Moulis, je vais commencer à parler. Donc, avant d'aller plus loin dans la conférence, revenons au titre, exploration glyptographique, le signe, l'outil et le geste, la cryptographie. C'est la graphie, c'est l'écriture des marques, en fait. Et donc, il convient de voir un petit peu les différentes marques que l'on peut rencontrer. Qu'est-ce que c'est qu'une marque, déjà? Alors, cette diapo d'introduction, elle est intéressante parce que vous voyez, on a représenté quelques signes qu'on a pu relever sur la cathédrale. Et vous voyez que ces signes sont également entourés de nombreux logos qui sont quelque part un petit peu les signes de notre époque. Alors pas lapidaire ici pour le coup, mais on voit bien que cette idée de marque, d'identité, elle perdure encore même à l'heure actuelle. Donc, nous avons décidé de vous présenter donc une communication en 4 parties. Cette première partie, on va vous expliquer donc la découverte, c'est-à-dire la façon dont on a appréhendé ces signes sur place. Est-ce qu'on a plutôt travaillé avec le cœur, c'est-à-dire cette émotion qui saisit quand on repère une trace, et puis la raison, c'est-à-dire la façon dont on a travaillé de manière scientifique pour enterrer un corpus. Alors d'abord, sur Notre-Dame de Paris, ce qu'il faut savoir, c'est que très peu de signes avaient été comptabilisés. On a toujours l'impression que les grands monuments comme cette cathédrale sont bien connus, on en a fait le tour. En fait, c'est bien souvent ceux qui sont les moins bien connus. Et vous voyez ici sur la page de droite un extrait du dictionnaire des signes glyptographiques en France, qui est fait département par département, et pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc il y a juste cette page-là, vous voyez, avec quelques signes qui ont été identifiés. Donc c'est tout ce qui était connu avant l'incendie. Ce qui est assez logique, puisque vous voyez que sur la photo de gauche, il est bien évident que ces signes sont pour la plupart en hauteur et que quand on les regarde depuis le sol, on ne peut quasiment pas les voir, surtout que vous le verrez un petit peu plus tard, mais ces signes sont bien souvent assez effacés. On a besoin d'une lumière très très rasante pour les appréhender. Donc très peu d'informations sur ces signes, si bien que la cathédrale passait même pour être une de ces cathédrales où on ne possédait pas de signes. Vous verrez que là on en est à peu près un bon millier en fait.
Donc, qu'est-ce qu'un signe lapidaire? Alors, ce signe lapidaire, on va le différencier du graffiti, dont on parlera après, puisque ce sont les signes qui sont faits par les tailleurs de pierre, alors non pas dans un moment de détente ou dans un moment de farniente, mais ce sont des signes qui ont un rôle technique, en fait. Alors, celui qui est le plus connu, c'est ce qu'on appelait auparavant les marques de tâcherons, que vous connaissez peut-être. C'est un mot que l'on proscrit maintenant. C'est-à-dire ces signes que les tailleurs font pour pouvoir se faire payer à la pierre. En fait, il ne s'agit pas tout à fait d'un système comme cela, mais on en reparlera un petit peu plus loin. Donc, ce sont des signes plutôt techniques, donc soit pour signer une pierre, soit pour préparer le montage, pour faire passer un message aux appareilleurs, puisqu'une fois que la pierre quitte l'atelier de taille et va sur le chantier, le tailleur de pierre, lui, il n'est plus là, et donc il a besoin de faire passer certaines informations aux appareilleurs sur le chantier. La seconde chose, donc, c'est le graffiti. Et le graffiti, lui, évidemment, il n'est pas fait par le tailleur de pierre. Il est plutôt fait par le visiteur, par le passant sur le bâtiment une fois construit. Donc, on est la plupart du temps après, voire bien après le chantier. Mais on peut aussi avoir des graffitis faits pendant un chantier, d'ailleurs. Et moi, là, en guise d'introduction, je ne résistais pas à vous montrer un des graffitis qui m'a le plus parlé. Celui-ci a été retrouvé sur un des abassons de la tour nord, en fait, de la cathédrale. Vous le voyez, il est daté de 1969, c'est-à-dire l'année où l'homme s'est posé sur la Lune. Et vous voyez donc cette petite représentation du LEM, du module lunaire. Si on y applique une photo, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelque chose d'assez fidèle dans la représentation. Vous voyez bien qu'il a quatre pattes. On voit également la petite tuyère qui est en dessous de l'engin, qui est donc ici. On la retrouve donc sur la photo. Et vous voyez sur le petit modèle en Lego, on voit également cette petite antenne de communication que l'on voit pas bien sur la photo, mais que l'on voit très bien ici représentée. Donc vous voyez, c'est quand même un graffiti qui est fait sans doute par une personne qui connaît quand même assez bien l'affaire, puisque évidemment, en 1969, il avait sans doute pas de moyens d'avoir un modèle avec lui en haut de la cathédrale pour faire ce petit graffiti. Donc, il a voulu vraiment faire passer une émotion et une passion, sans doute. Alors, bonjour. Je vais un peu présenter donc comment je suis arrivé à Notre-Dame et je vais essayer de présenter un peu Delphine rapidement. Donc, j'arrive à Notre-Dame à la mi-février 2020. Et avant même de commencer mon travail en tant que cordiste, je me fixe déjà un objectif qui est beaucoup plus personnel et un peu officieux. C'est-à-dire que je veux vérifier si tout ce qu'on dit sur Notre-Dame, si ce halo, finalement, qui nimbe un peu Notre-Dame, est un phénomène réel, qu'est-ce qui a pu le susciter, et ce qu'il y a au-delà des rumeurs, des superstitions, des on-dit, de toute cette imagerie qu'on peut avoir par la culture, par différentes œuvres, différents supports à travers le temps sur Notre-Dame. Et je voudrais confronter tout cela avec ce que je vois, avec des faits et des preuves concrètes. Donc c'est un petit peu la mission comme ça que je me donne. Delphine, quant à elle, est arrivée bien avant moi, c'est-à-dire qu'elle est arrivée une semaine après l'incendie, et elle est chargée de trier et de récupérer donc, parmi les cendres, les vestiges, donc, les différents matériaux d'intérêt patrimoniaux, et qui pourraient être réemployés pour la restauration donc, de Notre-Dame. Elle est spécialiste du métal. Voilà. Alors, comme la plupart des cordistes, je suis affecté dès mon arrivée à des tâches de sécurisation et de déblaiement, et mes premières missions se déroulent donc au Beffroi Nord. Je suis donc dans la partie la plus occidentale de la cathédrale, et par chance, d'une certaine façon, c'est la partie la plus épargnée par l'incendie. Et à ce moment-là, le chantier est encore peu doté en logistique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir à ce moment-là les ascenseurs que vous voyez aujourd'hui de part et d'autre, des échafaudages. Et donc pour accéder à nos lieux de travaux et de mission, il faut monter 200 marches 2 fois par jour par les colimaçons des beffrois. Et si vous voulez, à ce moment-là, donc, ces escaliers sont encore très peu éclairés, très mal éclairés. Et parfois, pendant ces trajets, j'ai le temps de voir, à la lueur des lampes, en fait, de nos lampes frontales, je peux voir des inscriptions sur les murs,
des lettres, parfois des graphies comme ça qui semblent apparaître. C'est un peu le genre de choses qu'on peut apercevoir dans les collimations des beffrois. Je continue ou... Je continue, oui, tout à fait. Vas-y, je t'en prie. Et c'est au cours de mes déplacements donc, dans la partie occidentale de la cathédrale, donc plutôt les galeries des Chimères, les beffrois, et donc au-dessus, juste au-dessus du parvis, où pendant ce temps-là, Delphine trie tous si vous voulez, les gravats, le charbon, tout ce que d'autres collègues cordistes lui amènent, un jour, à hauteur de genoux, je remarque un graffiti du XVIIe siècle que je trouve particulièrement beau. On remarque un tout petit peu à côté de mon ombre. Vous voyez, c'est la partie droite de l'image. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que je me dis qu'il va falloir que je conserve une trace des graffitis, des marques que je peux voir, parce que déjà d'une part, on me sollicitait beaucoup pour savoir l'état de la cathédrale, pour savoir ce que je pouvais voir, et je me suis dit ce serait trop bête de ne pas partager ça en fait. Il y a quelque chose qui m'a touché dans la graphie, dans l'impression de sentir quelque chose comme ça qui venait de loin. Vas-y, je t'en prie. Au mois de novembre 2020, Je reviens. Au mois de novembre 2020, on me confie d'accompagner Delphine parce qu'on avait aussi, nous, en tant que cordistes et en tant que spécialistes de la hauteur et des accès difficiles, on me confie d'accompagner Delphine et ses collègues du LRMH à la croisée, une fois que le vieil échafaudage qui a brûlé et qui a fondu a été complètement dégagé, pour faire des prélèvements de métaux. C'est ce que vous voyez sur la photo de gauche. D'ailleurs, Maxime y était. Oui, Maxime était là, c'est vrai. Puis, au cours de l'hiver 2020-2021, je commence une nouvelle tâche un peu particulière, parce que, en tout cas pour un cordiste, parce que je ne suis pas suspendu, et je ne suis pas dans un milieu périlleux, c'est-à-dire que je suis en charge de ce que nous avons appelé l'audit, c'est-à-dire que chaque jour, je dois contrôler à environ 200 points, en rapport avec la sécurité, la conformité, ou non d'ailleurs, de différents points sur le chantier. Donc je parcours toute la cathédrale quotidiennement, et je suis seul et autonome. Ma seule contrainte, c'est de le faire en une demi-journée. Donc j'ai à peu près 4 heures pour faire ça, tous les jours. Et au fur et à mesure, au gré de mes déplacements, je commence à observer de plus en plus de marques et de graffitis. Et de fait, je commence à les localiser, un peu grossièrement. Je commence à prendre quelques photos, évidemment, mais je ne suis pas très bon photographe, et quand même le temps me manque, parce que, bon, évidemment, avec juste un portable, ce n'est pas évident, et ça ne donne pas des résultats très probants. Et donc j'en viens à me dire, il faut que je trouve une autre technique pour faire une reproduction de ces marques. Alors je pense à ce que nous avons tous plus ou moins fait lorsque nous étions enfants, c'est-à-dire décalquer avec une mine de graphite, un crayon, une petite pièce de monnaie, et je fais quelques essais. Alors ça, c'est des essais qui sont à peu près probants, mais qui ne sont quand même pas tout à fait... qui ne me satisfaisaient pas, dans le sens où dès que la mine est un peu usée, la qualité est bien moindre, même si ça peut sembler quand même un peu esthétique. Je n'étais pas tout à fait satisfait. Et donc, je me dis qu'il faut que je cherche encore quelque chose. Vas-y. Donc, voilà. Donc, un jour, je recroise Delphine donc, sur le chantier, devant le Barnum, où elle a l'habitude de travailler 2 ou 3 fois par semaine. Donc, vous pouvez voir donc, ici l'intérieur des Barnum, où dans la cendre, dans les gravats, elle essaie de trouver des clous, des éléments métalliques qui sont complètement mélangés au reste des décombres et des vestiges. Et puis, je lui parle de ce que je fais, je lui explique un petit peu ce travail d'audit. Et comme à notre habitude, à ce moment-là, dans le chantier, en tout cas, nous sommes assez peu nombreux, et devant une espèce d'émotion collective, un peu une sorte de communauté, et régulièrement, nous intéressons à tout ce que nous faisons, à tous les corps de métier. Alors on s'interroge beaucoup entre nous sur qu'est-ce que tu fais, quelle est ta fonction, où est-ce que tu vas,
Et donc il y a une espèce de cohésion, comme ça, une sorte de sentiment de communauté que moi personnellement je n'ai vécu que là en fait. Et donc dans cet état d'esprit, elle me demande ce que je fais en ce moment. Et donc je lui réponds, voilà, je fais l'audit, donc je parcours la cathédrale tous les jours, je connais de fait assez bien l'endroit. Et elle me dit, est-ce que tu accepterais de me montrer un peu, parce que je commence à lui parler des marques, je lui dis, bon, je commence à voir des marques. Et donc bien sûr, elle me demande, j'accepte. Et là, c'est une expérience que nous allons reproduire plusieurs fois. Et donc, au bout d'un moment, je commence à lui parler d'un projet qui commence à me venir, comme ça, d'essayer de faire une sorte de petit livre, quelque chose de très simple, de très modeste, comme par exemple ce que vous pouvez faire lorsque, rentrez de vacances, vous allez sur Internet, sur un site, vous éditez vos photos et vous avez un petit livre comme ça. Donc je voulais faire tirer comme ça à mes frais un petit ouvrage afin de partager ce que je voyais et pour l'offrir comme ça autour de moi. Donc, après quelques visites comme ça, enfin quelques fois où Delphine est venue m'accompagner, je la vois qui, elle, prend beaucoup. C'est quelqu'un qui a un grand talent de photographe, je trouve. Et au bout d'un moment, bon, elle me montre ses photos tous les soirs, elle me les envoie. Et je lui dis, mais s'il te plaît, est-ce que tu voudrais faire quelque chose avec moi pour ce livre? Parce que je vois que tu as un très bon coup d'œil, tu sais faire de belles photos. Et donc, veux-tu partager donc, cette expérience? Et puis, comme disait Jean-Christophe tout à l'heure, c'est au cours de la deuxième moitié donc, de cet hiver, de l'hiver 2021, donc la fin de l'hiver, que je rencontre Jean-Christophe d'abord et Claudie ensuite, qui sont anthropologues, qui recueillent et qui étudient en fait les témoignages des différents acteurs en présence sur le chantier, ainsi que l'émotion, donc comme je disais, un peu suscitée évidemment par le sinistre. Et puis, à un moment, Jean-Christophe m'accompagne aussi lors de ses tournées d'audit. Et il se prend d'intérêt donc pour cette espèce de point de vue, pour ma vision un peu particulière de Notre-Dame, d'autant que si vous voulez, tout le bestiaire de Viollet-le-Duc, toutes les choses que je peux remarquer comme ça, me parlent beaucoup. Je trouve une sorte d'écho dans mon imaginaire, dans les références culturelles que je peux avoir aussi. Donc ça l'intéresse beaucoup, évidemment, en tant qu'anthropologue. Et puis, évidemment, enthousiasmé par ma démarche, par notre démarche maintenant, parce que nous sommes, Delphine et moi, en train d'essayer de faire tout ça, ils vont contribuer, si vous voulez, à établir un cadre officiel pour que notre projet puisse grandir et s'épanouir. Donc c'est grâce à eux que nous devons les premiers contacts avec le groupe de travail Pierre. Et par la suite, et surtout d'ailleurs, c'est grâce à eux que nous allons travailler sous l'égide du CNRS pendant 2 étés et 1 semaine en novembre 2021, de façon à réaliser cette prospection de signes lapidaires médiévaux qui était quasiment inédite à ce jour. Voilà, donc là, vous commencez à saisir un petit peu toute la complémentarité de nos diverses approches sur ces marques et sur ces signes. Donc, dans un second temps, maintenant, on va vous présenter un petit peu les méthodes qu'on en a utilisées sur le bâtiment pour acquérir toutes ces informations. Donc tout d'abord, nous, de notre côté, au sein du GT Pierre, donc une fiche a été mise en place. En fait, c'est une fiche qui existait déjà, qui avait fait ses preuves, notamment dans le courant de ma thèse, qui a été adaptée bien évidemment pour la cathédrale. Alors cette fiche, elle est assez complexe, je ne vais pas toute la détailler, ça n'aurait pas d'intérêt ici. Simplement, elle vous permet de comprendre un petit peu les différents éléments dont on peut avoir besoin pour bien comprendre quel est l'intérêt de ces signes sur le plan scientifique. D'abord, la marque en elle-même, elle est très très intéressante, évidemment. Il faut en connaître les dimensions, la forme, mais on va bien au-delà de cela. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre avec quel outil elle a été tracée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de renseigner. On essaye de déterminer sa position sur la pierre, sur la pierre support, donc. Est-ce qu'elle est sur le côté? Est-ce qu'elle est centrée? Est-ce qu'elle est sur une face visible? Est-ce qu'elle est sur une face d'attente? Est-ce qu'elle est un peu cachée? Ses proportions par rapport à cette face, est-ce qu'elle prend toute la surface? Ou est-ce qu'elle est au contraire très très discrète sur un coin ou alors au centre?
la nature de la pierre qui est utilisée, les traces d'outils que l'on peut observer sur cette pierre, notamment sur le parement, pour essayer de voir si c'est le même outil qui a façonné la face de la pierre et qui a été utilisé pour graver cette marque. Donc toutes sortes d'informations de ce genre. Alors au départ, bon, c'est vrai que moi je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de signes, donc j'étais parti avec ces fiches-là, j'en avais préparé une trentaine, une quarantaine, et puis hardi petit, on va essayer de trouver les quelques perles rares qui étaient disséminées dans la cathédrale. Parce que bon, vous voyez, ces fiches sont assez complexes, ça prend un petit peu de temps à remplir, et le temps sur le chantier de Notre-Dame, il nous est compté, surtout pour quelqu'un comme moi qui est un provincial, donc qui n'est pas tout le temps sur Paris, donc qui a des accès assez restreints sur la cathédrale. Donc le peu de temps où on y est, on essaie de le rentabiliser. Et la première journée que j'avais passée à remplir ces fiches, j'ai perdu beaucoup de temps parce que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup plus de signes. Et puis en commençant à en discuter un petit peu avec Santiago et à Delphine, ils me disaient qu'ils en étaient à plusieurs centaines. Alors moi, quand ils m'ont dit ça, j'étais un peu effaré. Je me suis dit, ça doit être beaucoup des graffitis. Et puis en fait non, il s'avère qu'il y a beaucoup de signes lapidaires faits par les tailleurs de pierre, effectivement. Comme je vous l'ai dit, on en a plus d'un millier. Donc là, il a fallu que je revoie mon protocole de travail. Et là, j'ai arrêté de remplir les fiches in situ et j'ai commencé à mettre en place un protocole de photographie qui me permettait ensuite de retravailler toutes ces informations-là directement depuis mon bureau à Nancy. Donc, tous ces renseignements sont ensuite intégrés dans une base de données que vous voyez ici. Donc une base de données qui est encore largement en cours d'élaboration. Il y a près de 250 signes qui sont répertoriés pour l'instant. Mais bien évidemment, j'en ai 5 à 600 là pour l'instant qui ont été inventoriés sur la cathédrale. Donc cette base de données va ensuite servir à croiser toutes ces différentes informations pour en tirer la substantifique moelle. Alors voici par exemple un panel de photos qui ont été faits. Donc les normes photographiques, vous le voyez, d'avoir une photo la plus en face possible, toujours avec une mire centimétrique, ce qui permet ensuite sur logiciel de retravailler chacune des photographies et de les remettre à l'échelle 1. Comme ça, on a à chaque fois donc notre signe qui est à bonne échelle et on peut les comparer entre eux. Ça c'est absolument important. Dans les normes, bien évidemment, avoir un éclairage en-biais pour que les reliefs ressortent le mieux possible. Alors évidemment, tout cela, c'est dans le meilleur des cas, puisque il est bien souvent compliqué, puisque l'échafaudage empêche quelquefois de pouvoir faire une photo bien perpendiculaire. On a des parties qui sont cachées aussi, des signes qui sont cachés par des colonnettes qui sont devant les colonnes. Donc là, c'est plus compliqué, et c'est là où, par contre, les techniques que vont vous présenter Santiago et Delphine sont plus efficaces que moi. Alors, l'autre difficulté, c'est que ces signes sont la plupart du temps effacés, enfin, pas la plupart du temps, mais pour une bonne moitié d'entre eux, puisqu'il faut savoir qu'au XIXe siècle, Viollet-le-Duc a fait procéder à un ravalement des élévations sur certains secteurs, et il était indiqué, ça on l'a par les textes, que les ouvriers devaient travailler avec une brosse douce. Visiblement, ça n'a pas été le cas, ou alors ils l'ont fait un petit peu, puis à un moment donné, ils se sont dit, on va pas avancer. Donc les consignes n'ont pas été respectées, Viollet-le-Duc ne devait pas être derrière eux à chaque fois. Donc on s'aperçoit bien qu'il y a quand même des pierres qui ont été bien usées. Et donc vous voyez ce signe-là qui est au centre de la photo, eh bien on le devine à grand-peine en fait. Vous voyez, il a une forme ici là. On le devine à peine, même avec une lumière rasante. Alors, un des premiers éléments aussi qu'il fallait comprendre, c'est, et là je vais utiliser un exemple précis qui va revenir un petit peu tout au long de notre conférence, ce sont les signes lapidaires retrouvés dans les tribunes hautes. J'avais commencé par cette partie-là, parce qu'on a un corpus un peu en cohérence. Donc les tribunes hautes, c'est grosso modo le premier étage de la nef, au nord comme au sud. Alors, vous voyez, c'est toute cette galerie ici,
où est la souris? La voici, hein, toute cette grande galerie. Et vous voyez que cette galerie à Notre-Dame, elle est composée donc par demi-travées, hein, de trois arcatures à chaque fois, une centrale un peu plus importante que les deux suivantes, et les signes lapidaires se concentrent quasi exclusivement, hein, sur les claveaux donc qui forment ces trois arcatures brisées. Et on s'est aperçu déjà, première approche, avant de parler même des signes, quand on regarde les claveaux, hein, qui forment ces arcatures, qu'on est en fait face à un chantier où le calpinage n'est pas encore normé. Hein, c'est-à-dire que chacun de ces claveaux a une taille un peu différente, hein, et ils ne sont pas tous standardisés, et ils s'adaptent en fait à la pierre qui sort de la carrière. Et puis ensuite, il y a une adaptation lors de l'appareillage. Alors, ce qui explique que, vous voyez, certains de ces signes-là, eh bien, ils sont coupés, ou se retrouvent sur le bord de la pierre une fois mis en œuvre. Hein, vous le voyez particulièrement bien sur la photo de droite, et vous voyez que ce signe devait se prolonger, mais pour des raisons d'appareillage, il a fallu couper une partie de cette pierre. On le retrouvait, donc là, on est plutôt au niveau de la brisure de l'arc. Et même à la base, vous retrouvez la même chose. Vous voyez ce signe ici-là, qui se prolongeait sans doute sur cette pierre qui allait bien plus en longueur. Mais comme elle est collée au départ de l'arc suivant, il a fallu retailler en grande partie donc cette zone de la pierre. Alors, sans avoir la culture glyptographique de Cédric, nous avons cherché à nous inspirer donc des définitions que nous avons rencontrées dans nos recherches bibliographiques pour essayer de les adapter au mieux aux objets que nous avons rencontrés et que nous avons trouvés. Donc nous avons défini, pour notre part, les signes lapidaires de la façon suivante. C'est ceux qui, comme le disait Cédric tout à l'heure, c'est ceux qui étaient appelés autrefois les marques de tâcherons. Il se trouve que très vite, nous avons compris et on nous a expliqué que cette dénomination n'était plus d'usage car elle était trop imprécise. Donc effectivement, les fonctions des signes lapidaires sont variées. À Notre-Dame, nous avons observé principalement des signes lapidaires dont la fonction était la comptabilité du travail des tailleurs de pierre. D'autre part, d'autres signes renseignent beaucoup plus, effectivement, comme disait Cédric, ils avaient pour fonction d'indiquer aux maçons la pose de la pierre marquée par rapport aux pierres voisines, en fait, ou dans l'ensemble architectural dans laquelle elle trouvait son emplacement. Également, certains signes lapidaires semblent renseigner sur l'épaisseur de la pierre, en fait. Ensuite, nous avons observé énormément de graffitis, comme vous pouvez le voir, là il y a deux beaux exemples. Pour la majorité d'entre eux, il s'agit, ceux que nous avons vus à Notre-Dame, il s'agit de noms ou d'un alias, parfois complété par une date et ou une indication géographique. On a observé un grand nombre, une grande variété de graffitis différents, parmi lesquels nous avons trouvé des matricules, un poème, des dessins pornographiques, ce qui est assez surprenant dans Notre-Dame, et des dessins géométriques, et des schémas aussi de certains ensembles architecturaux. L'amoncellement dans certains lieux de la cathédrale de ces mêmes graffitis, après plusieurs siècles de passage, rendent, si vous voulez, extrêmement difficile la lecture de ces graffitis, simplement parce qu'il y a un amoncellement tel qu'en fait on ne distingue plus rien. Si vous voulez, c'est comme une sorte de tableau de Pollock, c'est quelque chose qui est vraiment très abstrait et on ne peut rien distinguer. On les retrouve sur évidemment différents supports dans la cathédrale, donc le bois, la pierre et le métal, particulièrement le plomb, puisque évidemment faire une trace dans du plomb c'est très facile. Voilà, donc nous cherchons aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cathédrale, avec différents moyens techniques à notre disposition et avec nos savoir-faire respectifs. Nous avons commencé à l'intérieur de la cathédrale, d'abord en recensant les graffitis et les signes lapidaires, mais très vite, si vous voulez, les signes lapidaires ont été surnuméraires. Donc nous mettons à profit les échafaudages, ici c'est à la croisée des transepts, pour observer assise après assise de pierre,
depuis le sol jusqu'à l'intrados des voûtes. Donc nous nous servons voilà. Nous avons également cherché à reproduire ces signes à l'aide d'une technique que que j'ai rencontrée un peu par hasard en cherchant des papiers différents, parce que justement avec ce procédé de décalcomanie, si je peux dire, je n'obtenais pas de bons résultats. J'avais essayé différents grammages de papier, différentes mines, du charbon, du graphite, enfin pas mal de choses. Et en allant chercher des papiers particuliers chez Sennelier, pour ne pas les citer, on m'a proposé une technique issue du Japon, une technique traditionnelle qui s'appelle Takuon, et qui présente l'avantage de faire comme une empreinte au plus proche de ce qu'est la surface de la pierre. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut obtenir sur la même image la reproduction du signe, le parement de la pierre à l'échelle réelle. Donc c'est ce que vous pouvez voir au centre et à droite de l'image. À gauche, vous avez Delphine et moi donc en train de faire un format de relativement grande taille, un peu plus de 2 mètres sur 80 cm de large. C'était l'été dernier. Voilà, donc ça c'est un espèce de petit patchwork qu'on a fait de différentes marques qu'on a rencontrées et que nous avons reproduit à l'aide de cette technique. Donc voilà, ça c'est la prospection à l'extérieur. Vous voyez Delphine à gauche, et vous pouvez voir sur la grande image donc, que nous avons trouvé juste au-dessus du portail. Donc ici, il y avait un tout petit graffiti, enfin un tout petit, quand même relativement conséquent, mais par rapport en proportion avec l'ensemble relativement petit. Et donc nous étions en train de réaliser l'empreinte avec cette technique. C'était au cours de l'été dernier. Voilà, donc, dans le détail. Ah, alors donc, on va essayer de passer une petite vidéo très courte, alors que je ne sais pas comment on fait. Échappe. On échappe. Donc, il ne faut pas que j'arrête de partager, par contre. Échappe. Voilà, c'est celle-là. Alors, allons-y. De toute façon, elle dure 1 minute 30. Ce sera un très bon dialogue d'essai pour la solution plus tard. J'arrive, attends. C'est quelque chose ? Bah ouais, on peut attendre que ça sèche un peu. Vas-y, lâche. Mais moi en fait je pourrais pas ce que tenir pour le remettre par-dessus après. Il va poser ce papier là. Je vais le poser après par-dessus. Ça va bien avec les images du LEM que tu as montré tout à l'heure, je trouve. Bon. Alors, je vais peut-être vous expliquer en quoi consiste cette technique. Comme vous avez pu le voir, ça consiste à appliquer un papier de riz en fait, sur le mur, à le fixer avec des scotch de peintre, puis ensuite à humidifier ce papier de façon à ce qu'il épouse complètement toutes les aspérités, tous les creux du mur. Et une fois que ce même papier est un peu plus sec, on peut commencer à le tamponner avec une encre, un petit tampon comme ça. Vous le tamponnez et petit à petit apparaît donc, plus vous accentuez le contraste, plus vous avez de détails, encore qu'à un certain moment on perd le détail. Donc il y a une espèce de dosage à faire, mais si vous voulez, ça me donnait l'impression de
phénomène qui se produit quand on développe une photo. C'est-à-dire que petit à petit, les choses apparaissent un peu plus précisément. Et c'est ce que nous étions en train de réaliser sur Cord. Donc, comme vous avez pu le voir, c'était une vidéo qui date de novembre 2021, si ma mémoire est bonne. Voilà. En fait, vous en avez fait deux grandes saisons. Oui, périodes. Il y a une en juillet 2020. Effectivement, alors la première campagne de prospection sur Cord, c'était à peu près une semaine en novembre 2021. Ensuite, c'était l'été dernier, et donc c'était toute la façade occidentale et le beffroi sud. Donc là, vous voyez évidemment plus généralement, voilà, en vert, c'est toutes les zones que nous avons prospectées grâce aux échafaudages, grâce aux techniques de Cord. Et seulement en rouge, ce sont les zones intérieures, en fait, des beffrois que nous n'avons pas pu vraiment prospecter parce qu'il y a toute la charpente des beffrois qui empêche évidemment l'accès aux pierres en tant que telles. Et moi, en tant que cordiste, enfin, je ne suis pas encore tout à fait dans ce projet, mais j'ai eu comme mission de nettoyer les abassons et j'ai pu vérifier directement et je n'ai pas vu de marque, en fait. Et donc je pense que nous n'avons pas raté grand-chose. Voilà à peu près les zones que nous avons couvertes. Est-ce que tu peux voilà. Ensuite, pour nos notes de terrain, comme pour le report de celle-ci, par la suite sur un support informatique, donc sous forme d'un tableur, nous avons divisé la cathédrale par zone architecturale, par zone principale, donc le narthex, la nef, les transepts, puis le chœur. Ces zones elles-mêmes, divisées en sous-éléments architecturaux secondaires, par murs, colonnes, colonnettes, arcs de décharge et enfin piliers. Afin d'améliorer la précision de chacune des localisations de chaque marque, nous avons indiqué aussi l'orientation géographique de ces sous-éléments, comme vous pouvez le voir sur les notes qui sont à l'écran. Et puis, évidemment, comme nous sommes dans des localisations en 3 dimensions, nous avons, pour déterminer la hauteur de chaque signe, nous avons utilisé le nombre de bandes assises, donc de rangées de pierres, depuis le sol, ou un élément architectural significatif, donc la base d'une colonne, le chapiteau d'une colonne, ou une clé de voûte. Chaque marque est donc ainsi localisée. Nous la prenions en photo avec une mire, de façon à avoir sa mesure et à pouvoir la situer en termes de proportion avec les autres marques. Et dans la mesure du possible, nous essayons à chaque fois de faire une petite estampe pour chaque marque nouvellement découverte, de façon à avoir une sorte de bibliothèque d'images comme ça pour chaque marque. Et ce qui rend, effectivement, comme je le répète, mais ce qui rend la chose intéressante, c'est que par ces estampes, on peut avoir les traces de l'outil qui a servi à faire le parement de la pierre. Nous avons la marque, tout ça à l'échelle 1, et dans le même contexte, ce qui permet de transporter l'image là où on souhaite poursuivre l'étude plus en avant, en fait, de ces marques. Puis ensuite, lorsque nous avons mis, si vous voulez, un peu au propre toutes ces notes de terrain dans un tableur, nous sommes vite aperçus que, de par leur nombre sans cesse croissant, il fallait une localisation plus précise et en même temps plus générale. Donc nous avons élaboré un système de coordonnées de façon un peu arbitraire, que nous avons choisi comme ça, tridimensionnel, de façon à créer une sorte de petit schéma rapide que vous pouvez apercevoir sur la droite de l'image, de l'écran, de façon à pouvoir localiser rapidement par zone et en même temps d'avoir une sorte de vision plus générale, plus globale de la répartition des marques dans Notre-Dame. Lors de la transcription donc, de nos notes de terrain, nous avons reproduit aussi sur papier libre, et parce qu'on nous avait indiqué que c'était la nomenclature dans la glyptographie, donc sur une feuille blanche que nous avons quadrillée, nous avons donc réalisé un certain nombre de cases et en attribuant chaque case pour un signe. Chaque signe a son propre numéro qui correspond, qui permet de le reporter donc
dans le tableau Excel que nous avons réalisé dans le même temps, de façon à avoir une sorte de banque de données comme ça, et d'avoir en même temps une représentation de chaque signe. Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est concernant les graffitis, voilà ce que ça donne. Alors là, je vous assure que l'image de droite, par exemple, c'est à peu près lisible, mais comme vous pouvez le voir à gauche, on avait sur le plomb beaucoup de parties comme ça, où justement tout est complètement illisible. Ça donne plutôt un résultat assez beau parfois, assez graphique, mais qui est complètement impossible à lire de façon intelligible, si je peux dire. Voilà, alors fort de toutes ces découvertes, de ces pérégrinations dans les différentes parties de cet édifice, évidemment, il en convient d'en tirer toute la subscientifique moelle, du moins d'essayer, puisque bien évidemment, c'est des interprétations assez complexes. On peut jamais être sûr et certain de ce qui a été, de ce que les ouvriers ont pu vouloir dire à ce moment-là, de ce que les graffiteurs ont pu vouloir faire passer comme message aussi. Donc on est bien vraiment sur ce qu'on appelle ici de la première lecture en fait, hein, d'autant plus que toute cette étude est encore en cours. Donc là on va essayer de vous livrer quelques hypothèses, quelques conclusions sur lesquelles on commence à aboutir. Donc d'abord, moi je voudrais présenter un petit corpus de signes, vous voyez, qui ont une identité propre. Hein, des signes qui parlent un peu par eux-mêmes. Et là, vous voyez, par exemple, en haut à gauche, on a une équerre de tailleur de pierre. Alors, le profane pourrait dire, oh, elle est mal faite, cette équerre, hein, les traits sont pas droits. En fait, il s'agit très précisément d'une équerre de tailleur de pierre avec des angles bien précis. Donc là, on a quelque chose qui relève quand même de l'outil. De même, la deuxième photo au centre, qui peut présenter, alors on peut jamais être certain, mais il semblerait qu'on est sur les lames d'un marteau taillant. Et puis la photo, elle à droite, qui présente peut-être une truelle, hein, vous voyez. Donc, et puis sur la ligne en dessous, donc ce qui pourrait être pris pour un arc avec sa flèche, ou plus simplement peut-être un tracé d'un arc. Une géométrie. Juste au centre, une guimbarde, hein, vous savez, cette pièce en métal qui peut servir à faire des sons. Et puis, vous le voyez à droite, là, par contre, un signe également parlant, les lettres. Alors ça, c'est quelque chose d'assez récurrent, encore que sur Notre-Dame, l'alphabet soit relativement réduit. Alors, pas pour les graffitis, j'entends, hein, mais pour les signes lapidaires des tailleurs de pierre. Et là, vous voyez donc un A assez net. Et puis, vous voyez à côté une croix. Alors, j'en parle rapidement parce que la croix, en fait, on a beaucoup de mal à comprendre. Au départ, on l'associe à un signe lapidaire comme un autre. Mais on s'aperçoit que soit cette croix, elle est toute seule, soit elle est associée avec un autre signe. Et c'est pratiquement le seul signe qui, à chaque fois, va être associé avec un autre. Donc on le retrouve dans de nombreux endroits du bâtiment, que ce soit au niveau du chœur, que ce soit dans les tribunaux de la nef, sur les piliers de la nef, sur des parties plus hautes. Et c'est une thématique, la croix, qu'on retrouve d'ailleurs dans différents éléments ornés de la cathédrale. Je pense aux clés de voûte, je pense à des décors peints, on pense aux oculi primitifs avant que Viollet-le-Duc ne les transforme, enfin avant qu'il ne replace des oculi, mais pas de la manière exacte. Et ça ramène peut-être aussi aux reliques de la vraie croix, hein, qui étaient donc les reliques principales de la cathédrale Notre-Dame avant l'arrivée de la couronne d'épines. Alors, donc, on revient à ces fameuses tribunes hautes de la nef, comme je vous l'ai dit, c'est le corpus sur lequel on a travaillé de manière plus précise. Et vous voyez ici, ce corpus, donc une vingtaine de signes en fait, avec ceux que je vous ai entourés, qui reviennent de manière plus courante. Alors, vous voyez que le type 1A est celui qui revient le plus, hein, avec le 2A et le 8A et le 1B. Notamment donc le type 2A qui revient 44 fois. Alors ce qui va être intéressant de noter, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a travaillé plus que les autres, on va s'en apercevoir.
puisque vous voyez ici, par exemple, un de ces symboles, mais on voit assez vite qu'il n'a pas la même graphie, hein. Alors on pourrait se dire, ben on va le dissocier, c'est pas le même signe. En fait, il faut bien se dire que ces signes, si ça sert à se faire payer, que quand la personne chargée de payer vient compter les pierres, si les signes ne sont pas parfaitement distinctifs, ça va être compliqué, hein. Donc lui, il n'a pas envie de s'embêter à voir telle ou telle petite subtilité sur un signe. Ça pourrait être une spirale qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou une spirale qui tourne dans l'autre sens. Ça, honnêtement, quand vous faites du comptage, vous vous embêtez pas à essayer de trouver ce genre de subtilité. Donc là, on peut penser que l'idée, c'est vraiment de vouloir faire le même signe. Simplement, ce signe, il est différent, parce que plusieurs personnes l'ont fait. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que le signe n'est pas nécessairement la signature pour un tailleur de pierre précis, mais peut être le signe d'un atelier complet, d'une loge. Là, par exemple, on s'aperçoit qu'on a une graphie quand même, on a 3 fois le même signe, avec une graphie assez différente. D'ailleurs, quand on commence à faire la tracéologie, donc l'étude du tracé de ces signes-là, on s'aperçoit assez vite qu'ils ne sont pas faits de la même façon, ni même avec les mêmes outils. Vous voyez celui-ci, donc on revient à ce signe, alors on peut l'appeler banane. Moi j'avais commencé à l'appeler banane, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Donc encore une fois, même si vous voyez, on essaie de travailler de manière scientifique, la première approche, de toute façon, elle est celle du cœur, et on essaye de mettre des mots simples sur ce que l'on voit au début. Donc moi au début j'ai parlé de banane, et puis à un moment donné j'ai parlé de boomerang. Je me suis dit voilà, il y a des boomerangs sur Notre-Dame au XIIIe siècle, c'est une sacrée découverte. Et puis j'ai fini par peut-être penser qu'il s'agirait d'un modèle en fait de claveau pour les tailleurs de pierre, ce qu'on appelle un gabarit. Mais on peut pas du tout en être sûr. Peut-être que ça ne présente rien et qu'ils ont choisi un symbole comme cela. En tout cas, celui-ci, vous le voyez, il est assez intéressant parce que déjà, vous voyez que sa réalisation, elle est quand même très très grossière, très approximative. Et on comprend assez bien qu'elle est faite par une succession de petits coups droits. Hein, vous voyez, un coup ici, là, un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Vous voyez qu'à côté, je l'ai tracé en rouge pour qu'on comprenne que c'est fait de petits à-coups, à chaque fois qui ont à peu près la même largeur, qui correspond vraisemblablement à la largeur du ciseau tel qu'il est présenté à droite ici. Donc un ciseau qui est utilisé perpendiculairement à la pierre et on vient légèrement frapper pour faire cette forme. Alors vous voyez que pour les formes courbes, c'est une catastrophe, c'est vraiment très très moche. En revanche, ici, vous voyez que le tailleur a travaillé différemment. Il travaille toujours avec un ciseau, mais son ciseau, il va l'utiliser en biais cette fois-ci. C'est-à-dire, il va travailler avec la pointe du ciseau ici là, et qu'il va poser en biais. Et ce faisant, donc, il va pouvoir créer une courbe beaucoup plus régulière, beaucoup plus belle. Et d'ailleurs, vous voyez, là, j'ai fait une coupe en verre. Et vous voyez que cette coupe, donc, on a un sillon qui n'est pas symétrique. Vous voyez qu'il y a un côté plus large que l'autre, tout simplement parce que le ciseau est posé en biais. Donc, on a ce côté-là qui est représenté et également dans le sillon. Alors que sur la partie en jaune, qui est ici, donc on vient fermer donc ce signe avec 2 coups, là par contre posé à la perpendiculaire, on aperçoit cette fois-ci un sillon qui est parfaitement bien symétrique. Ça prouve bien que l'outil est venu appliquer droit. Et d'ailleurs, si on regarde bien ces marques, on s'aperçoit qu'on a des petits éclats, un ici, un là, un là, un là et un là, ce qui montre qu'on est en face d'une gradine, vous voyez, ou un ciseau brettelé avec des petites pointes, qui permettent de faire la différence avec le premier ciseau que je vous ai montré, où là par contre on avait une marque parfaitement lisse. Autre utilisation sur un autre signe, vous voyez ici donc une sorte de rosace qui est faite en 2 temps en fait. Alors avec un compas à pointe sèche, on va tracer les 2 traits en rouge que vous voyez. Et puis ensuite, avec une pointe sèche, mais cette fois-ci, on ne va pas l'appliquer de manière très régulière. Donc là, c'est vraiment la main qui va faire le tracé. On va dessiner les parties vertes
qui font se rejoindre les deux extrémités des segments courbes. Et enfin, autre utilisation, autre outil, vous le voyez ici pour le symbole de type 1, l'utilisation, alors peut-être du marteau taillant, mais plus vraisemblablement du ciseau large, donc l'outil que vous avez ici à droite, qui va venir frapper en fait donc 3 fois la pierre pour réaliser ce type. Alors une fois qu'on a pu démontrer qu'il y a plusieurs façons de faire ces signes, que ce soit pour le même signe ou pour différents signes, il a fallu travailler aussi sur leur répartition. Donc vous voyez, sur les tribunes hautes, on s'aperçoit que ces signes ne sont pas placés de façon aléatoire, mais ont une logique. Et si on prend le type 1, donc c'est ce petit Z en fait, que vous voyez essentiellement installé sur la partie nord de la nef, sur 5 demi-travées de la nef, et pas n'importe où sur les triplets, mais uniquement, ou presque uniquement, sur l'arc central. On le retrouve à une ou deux exceptions près sur les petits arcs brisés qui entourent cet arc central, mais pour 90-95%, ils sont plutôt sur cette partie centrale. Alors qu'on s'aperçoit que presque tous les autres signes sont presque à chaque fois sur les petits arcs, de temps en temps sur les arcs centraux. Alors ça c'est intéressant déjà, parce qu'on s'aperçoit que chaque tailleur de pierre, ou chaque atelier au moins, en tout cas, va travailler sur un élément précis. Donc il y a un cahier des charges qui est donné à tel atelier ou à tel personnage, on lui dit, toi tu vas t'occuper de tel secteur, et donc il va falloir telle ou telle courbure. Puisque si vous travaillez sur la courbure de l'arc central, donc le plus grand, c'est pas les mêmes courbures que pour les arcs les plus petits. Donc il y a quand même quelque chose qui est conceptualisé et chacun a une tâche bien définie. Voilà, alors si on zoome sur une partie de ces arcs, là vous voyez, donc comme je vous l'ai dit, le type 1 donc qui est représenté ici là, vous le voyez uniquement sur l'arc central. Alors les différents symboles, ils correspondent à savoir si le signe est placé soit sur le parement en direction de la nef, soit sur le parement en direction des bas-côtés, soit même quelquefois sur l'intrados de l'arc. Et on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas de sens, donc le signe ne peut pas être une position de montage, puisqu'on l'a quelquefois aussi bien tourné vers la nef que vers le bas-côté. Donc il ne signifie pas pour l'appareilleur un sens de montage. Si tu peux revenir encore à la précédente, s'il te plaît. Merci. C'était trop vite. Et donc sur les deux autres signes, donc notre boomerang, là encore une fois au centre, j'ai perdu la souris. Non, elle est là. Elle est là. Ah, tu l'as reperdue là. Oui, là, voilà, merci. Donc là, on s'aperçoit que le signe complet, que vous voyez ici, se trouve uniquement sur l'arc central, et que le signe qui est beaucoup moins ébauché, lui, se retrouve sur les arcs latéraux. Voilà, suivant. Donc cette répartition en plan, elle se définit comme si, vous voyez donc que le type 1, encore une fois, donc sur les travées nord, s'étend donc sur 5 demi-travées et sur les travées donc qui font la largeur des bas-côtés. On ne les retrouve donc jamais sur ce côté-là, donc ça montre bien que les équipes ne sont pas les mêmes. Il y a des équipes qui travaillent au nord, des équipes qui travaillent au sud. Sauf qu'à un moment du chantier, il y a quand même des équipes qui travaillaient au nord et qui ont également travaillé au sud, notamment sur ces deux travées-là. Alors, vous voyez qu'on est à cheval sur deux travées, c'est pas conceptualisé travée par travée. Nous, on a défini les différentes travées par rapport à la voûte sexpartite qui est montée au-dessus, mais au final, c'est l'élément final, la voûte elle-même. Et visiblement, pendant le chantier, ils n'ont pas travaillé, l'avancée du chantier ne s'est pas faite travée voûtée par travée, enfin, ne s'est pas faite par future travée voûtée, mais par un autre système.
par demi-travée. Et donc là, on voit que cette équipe-là, hein, avec les bananes boomerang, là, travaille aussi bien sur la travée 2 que sur une partie de la travée 3. Alors, chose étonnante, vous voyez que sur la travée 5, au sud, on n'a pas de signe lapidaire du tout. Et ce qui est très très intéressant, c'est que sur ce pilier sud-ouest, ici là, on a des signes lapidaires au niveau des grandes arcades, au niveau des fenêtres hautes. Par contre, au niveau des tribunes, on n'a pas de signe lapidaire non plus. Donc c'est à se demander si ce secteur-là n'aurait pas été repris à un moment donné, ou si les pierres auraient subi un traitement plus particulier, ou si on est vraiment sur une toute autre phase de chantier. Donc, autre élément intéressant aussi, des signes lapidaires. Donc ça, c'est des photos qui datent du début de la semaine. J'ai investi donc les voûtes des bas-côtés nord et sud de la nef, et on s'est aperçu que on a des signes lapidaires placés en fait alors pas sur toutes les clés de voûte, mais sur une grande majorité de ces clés de voûte, et ces signes sont presque tous différents. Hein, vous voyez donc ici un cercle, mais là vous avez une croix, ici vous avez un autre symbole, ici un demi-cercle, là une sorte de triangle, et ici une sorte de flèche. Et ces signes en fait sont systématiquement placés vers l'ouest. Donc là on a plutôt l'impression, parce que je ne pense pas que ce soit dû au hasard, on a plutôt l'impression que ce signe il a été placé donc par le tailleur de pierre pour indiquer dans quel sens doit être posée ensuite cette clé, puisque là il est bien évident que c'est plus complexe à placer, puisque chacun de ces arcs a une courbure, a une géométrie qui lui est propre, et la clé n'est pas interchangeable dans sa position. Donc sans doute que ce symbole est destiné à dire voilà, l'ouest c'est ici. Quant à nous, voilà, nous avons comptabilisé 239 signes lapidaires différents pour un total de précisément 1201 signes, certains étant évidemment observables un certain nombre de fois, même très fréquemment parfois. Nous avons donc relevé 148 graffitis datés pour le plus vieux de 1713 jusqu'au jour de l'incendie, donc le 15 avril 2019. Nous avons réalisé 691 photos et réalisé 300 estampes, et à peu près 200 de marques de signes lapidaires, et à peu près une centaine de graffitis. Voilà, donc répartis à peu près, comme vous voyez sur la frise, par période historique. Nous avons essayé, en tout cas, pour essayer d'avoir une sorte de classification, mais c'est quand même un vaste travail qui est encore à faire. Donc, ces nombreuses découvertes de signes, ça a été pour nous l'opportunité de mettre au sens propre comme au sens figuré, évidemment, un peu les doigts dans ce qu'on pourrait apparenter à l'ADN de Notre-Dame. Ça a été une façon inédite, évidemment, de rencontrer une forme de mémoire commune par le sens du toucher, et par ses prospections aussi, évidemment, en parcourant en tous sens l'édifice, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, d'ailleurs, en cherchant la moindre aspérité, la moindre irrégularité sur les parements de pierre, et pour essayer de trouver évidemment ce qui aurait pu être un signe. Et ainsi, ça a été une façon d'appréhender, de s'approcher de la mémoire de ses ancêtres bâtisseurs, si je peux dire, et particulièrement par cette technique, donc le takuon, qui nous permettait de toucher en fait ces signes à travers le papier. C'était une façon physique de se rapprocher de la personne qui, plusieurs siècles avant nous, l'avait exécuté. Et donc c'est par cette expérience très particulière que nous avons entretenu un lien très privilégié avec Notre-Dame, entre sa mémoire et la nôtre, en proposant des supports nouveaux pour l'étude de ces signes lapidaires, et pour celles et ceux qui, à l'avenir, évidemment, voudront étudier son histoire et sa construction, de même que la mémoire de ceux qui l'ont bâti. Voilà. Bon, alors donc, pour terminer, je vais vous proposer deux manières de poursuivre. Une première vidéo
j'espère que ça va marcher, qui est en fait le récit d'une journée où nous avons tous passé ensemble. Donc il y avait Delphine, Santiago, Cédric et moi-même. Alors, escape. 2 fois. Toc. Et ensuite... Alors, voilà. Donc j'espère que le son va passer bien, c'est toujours la chose problématique, et que les gens qui sont à distance pourront entendre quelque chose. Voilà, d'accord. Bien de son. Avec ce type de... Enfin, comme si c'était pointé aux extrémités. Donc tu vois, t'en as une là. Et là, t'as pas forcément les petits points. Là, je sais pas si c'est ton mouvement, je pense pas. On a trouvé. Là, de mémoire, le nombre de croix, tu t'en souviens? De 41. 40. Non, sur... 40. Ouais. Les 2 jours, on passait des journées à ouvrir les trappes. On a l'impression qu'on était dans un sous-marin et on changeait de pont, tu sais. 1849. 46. 46. Celui qui est dans le colimaçon là. Ils font souvent des poinçons. Ouais, ça ressemble à un poinçon d'orfèvre un On peu. lui a demandé D'une certaine façon. vu qu'il y avait des. Je me permets d'interrompre juste la vidéo sur ce signe, en fait, puisque à l'heure actuelle, il est totalement badigeonné maintenant. Donc on ne peut plus le voir. Ah, est-ce que tu peux monter le son en attendant, si tu peux. Je peux encore le monter. Encore un poil, parce que vous allez causer, on va pas... Les orfèvres de Paris. Les orfèvres parisiens étaient très riches. Et on se demandait si ça pouvait pas être une signature La plupart du temps, les marques sont toujours sur des pierres un peu moulurées, un Ouais, peu c'est ça, un peu spéciales. spécial. Parce que justement, ça montre... Enfin, sur les pierres un peu spectaculaires, on montre On qui sait, est-ce qui l'a qui fait, fait. quoi. Comme un cœur. Moi, je pense que c'est un oméga. c'est un oméga, ça. À l'envers, bien sûr. Hein. Ça, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Les fameux R, là. Au-dessus, il y a une... Les A, c'est intéressant parce que on a une grande variété de A différentes. C'est les A classiques que tu retrouves, donc je crois que c'est l'équerre et le compas, tu sais, en A comme ça. Parce qu'il y a une tête de serpent ici, schématisée un peu en triangle, avec la langue qui sort là. Et le corps du serpent, évidemment, il y a un peu d'abrasion due à la météo, au temps. Et en fait, le corps fait une sorte de... Là, c'est encore le genre de truc, on est passé plein de fois, et puis Delphine tombe dessus. Et là, il y a... Ah bah tiens, regarde, c'est un autre truc, là. Non ? Sans casque, la statue. Hein. Bonjour. Ça va? Ouais.
pour la protection des latex. Est-ce que le rond qu'on a vu là-haut, là, ce serait pas une clé qui aurait été avortée? Ah, tu crois? Je sais pas, la façon dont tu me l'as éclairé, là, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. On est à peu près dans les mêmes diamètres, hein? Ah, pour la sucette, hein. En fait, que ça signifie une certaine épaisseur, qu'on demandait une certaine épaisseur. Il faudrait mesurer à chaque fois que tu as 3 traits. Voilà. Est-ce que tu es toujours dans le même nombre de pouces ou pas? Un peu, Ouais, un peu plus moins. joint, on va dire 35. Voilà. Ça peut être un lambda. Après, à côté, t'as... Un delta? Là, ouais. Ça, c'est que ton A, là, c'est vraiment des lettres. Et puis les autres, c'est plus imagé, Avec effectivement. une étoile, par exemple. Ouais, aussi. l'étoile, la elle est truelle, là, ouais. la lune, ou en tout cas le croissant. Les premiers signes au XIIe siècle, c'est ça en gros. Hein. Soit c'est l'alphabet, soit c'est des marques un peu figurées. Alors, moi, ça me fait penser à du chinois. Ça serait psy. Il n'est pas tout à fait comme ça, mais en même temps, je suis sûr qu'on prend un autre alphabet. Si bien ça peut ressembler à ça. Ça, on l'a dans plein de sites. Ça, Ouais, c'est ça. Ouais, ça, on retrouve. Ouais, ça, voilà. On l'a au-dessus. En bas, on retrouve encore le Tetris, là. La Pim Pam Poum, on avait appelé ça. Enfin, la marque se fait en 3 fois. Pim Pam Poum. Là. Mais c'est peut-être les marques, là, tu vois, là. Mais parce que ça, on le retrouve souvent, c'est juste un rond avec un... Ouais, ça appelle Là, ils Le prolongent. trait se prolonge. Hein. Alors là-dessus. 10 divisé par 4,5. Ça fait le 20e. C'est un dessin au 20e. En théorie, il doit faire 1m70. 1,78-79. Ah. Bon, ouais, c'est un petit peu plus grand. C'est plus d'erreur. Transept sud-est. Transept sud-est. En face, on a un autre. La même hauteur. Bah, je connais pas exactement. Si on peut... Quoi, le 3e, 4e, quelque chose comme ça. Ah voilà, ça c'est... En fait, c'est ces rosaces là. Ah, t'as raison, ils C'est étaient là. sur le mur, Ils sont là? mur sud. Ah. Non. Ouais, on va... Je sais pas si c'est là ou si c'est en... Est-ce que tu peux nous arrêter à ce niveau-là? Voilà, donc ça c'était un petit peu pour avoir un peu le ressenti de l'exploration. Hein. Et puis que vous découvriez aussi un petit peu Notre-Dame tel qu'elle était il y a quelques mois. Je vais maintenant vous lire un texte de Claudie Voisin qui n'a pas pu venir, mais alors, du coup qui explicite un petit peu la question d'anthropologie dans cette histoire. Donc, en conclusion de cette intervention, je voudrais dire quelques mots sur les raisons qui ont poussé le groupe de travail Émotion Mobilisation, essentiellement composé d'anthropologues, à s'intéresser à la démarche de Santiago et Delphine et évoquer rapidement les réflexions et les analyses qu'elle y suscite. Au départ, la raison en était très simple. D'autres laboratoires avaient porté, il y a une quinzaine d'années, un programme de recherche sur les imaginaires archéologiques. Et les signes lapidaires nous paraissent, c'est un excellent exemple du pouvoir évocateur des objets archéologiques, de leur capacité à tourner l'esprit vers la médiation des temps passés, comme l'écrivait Volney à propos des ruines de Palmyre, à susciter dans le cœur des pensées graves et profondes, à s'abandonner à cette rêverie profonde qui fait revivre les hommes et les lieux du passé. Ce que Santiago laissait entrevoir de sa relation avec Notre-Dame, le projet artistique qu'il portait, il porte toujours avec Delphine, nous semblait un bon terrain d'observation pour comprendre la fascination pour certains objets du passé, une fascination d'autant plus grande que leur signification reste mystérieuse et sujette à de multiples interprétations, comme c'est le cas avec les signes lapidaires. Mais à mesure que le projet se développait, que venaient s'y agréger d'autres partenaires, d'autres regards, les interrogations se sont aussi enrichies. Car dans cette histoire, dans l'adhésion rencontrée par le projet auprès de tous ceux à qui il était exposé, l'enthousiasme portait tout autant, sinon plus, sur la démarche de Santiago et Delphine, sur l'aventure humaine qu'elle représentait, que sur les signes lapidaires eux-mêmes. À côté de la fascination pour les signes et leurs mystères, il fallait donc chercher d'autres explications aux capitales sympathies qu'elle véhiculait. La première raison tombe sous le sens et tient à la personnalité même des protagonistes.
à leur capacité à éveiller l'intérêt de leurs interlocuteurs, au supplément d'âme, pour reprendre l'expression de l'un d'entre eux, et qu'ils savent donner à leur entreprise. Mais si cet élément est déterminant, il ne suffit pas à tout expliquer. Deux autres motifs nous semblent ici à l'œuvre qui font écho à ce que les recherches en anthropologie du patrimoine ont mis en évidence ces dernières décennies. La première est que le patrimoine tend à devenir le support d'une expérience du passé plus que d'un savoir historique. Ce rapport expérientiel au patrimoine a toujours existé. Les ruines de Panthéon et d'Herculanum ont été des objets de curiosité touristique et littéraire, le lieu d'une émotion temporelle bien avant de devenir des objets scientifiques. Mais le lien au patrimoine reposait précisément sur ce dialogue, sur cette corrélation entre expérience et connaissance, entre émotion et science. Aujourd'hui, cette dimension expérientielle devient de plus en plus visible. Elle est de plus en plus valorisée pour renforcer l'attractivité du patrimoine, tandis que la dimension scientifique, toujours plus pointue et approfondie, est plus difficilement accessible. Une sorte de déséquilibre s'instaure, accentué par des modèles économiques actuels qui tentent à la rentabilité de la culture et du patrimoine, ou du moins à son autofinancement, et induisent de fait une approche de plus en plus récréative des biens culturels. Et de fait, si la démarche de Santiago et Delphine soulève autant d'enthousiasme, c'est qu'elle apparaît comme une sorte de relation idéale au patrimoine, celle que chacun aimerait vivre. Une relation idéale, car sans médiateur. Vous l'avez vu dans les images, ce qui se joue au bout des cordes, dans la recherche des signes gravés dans la pierre, c'est un corps à corps avec le monument, un dialogue intime avec Notre-Dame, avec ses statues. Exactement comme dans ces médiations où le guide s'efface pour laisser place à l'émotion de la découverte et d'un contact direct avec le passé pour laisser s'instaurer une relation où le visiteur est visité, pour reprendre la belle expression d'Hélène Ramin, directrice de la Maison du Visiteur de Vézelay, qui repose précisément sur cette vision de la médiation. Une relation idéale aussi en ce qu'elle est une expérience totale, une expérience qui met en œuvre tous les sens. Delphine et Santiago, au bout de leurs cordes, voient, touchent, sentent, ressentent, écoutent aussi le bruit du vent dans les échafaudages, qui sont comme un orgue de substitution, mais aussi de la musique qui rythme leur travail et lui est indissociable. Proche en cela d'une vision romantique de l'art qui, on le sait, alimente encore notre rapport au patrimoine, ils vivent ce que Viollet-le-Duc disait de l'art, qui était pour lui une expérience polysensorielle par nature, qu'il décrivait comme une source unique, divisée en multiples expressions, précisant que l'artiste, quel qu'il soit, poète, musicien, architecte, sculpteur ou peintre, frappe sur une même corde de l'âme. Dans une constante recherche de cohérence et d'harmonie, ici et avec eux, le patrimoine est la source d'une émotion esthétique globale et exemplaire. Le second point tient à leur statut particulier, un cordiste et une archéomètre spécialiste du métal. Tous deux loin de la pratique habituelle de leur métier, sans position institutionnelle pérenne, sans notoriété, et pourtant amenés à vivre une expérience patrimoniale d'exception et une aventure humaine hors du commun. Or, cela a du sens dans un contexte idéologique et culturel où la valeur du patrimoine reste encore discutée. Est-il la propriété de ceux qui l'ont produit, la marque d'une histoire et d'un génie national, ou est-il un bien commun, infiniment partageable avec l'humanité entière ? Cette question est particulièrement importante en ce qui concerne Notre-Dame de Paris, emblème du patrimoine mondial, le plus visité ou presque, comme en témoigne l'émotion mondiale provoquée par l'incendie, mais parfois utilisé comme un étendard de l'identité française, en arrière-plan par exemple d'une affiche de campagne pour la présidentielle. Dans cette tension qui traverse tout patrimoine, entre partage égalitaire et confiscation élitiste, l'expérience vécue par Santiago et Delphine apporte une ouverture, en cohérence avec les nouvelles visions plus multiculturelles des biens culturels. Le patrimoine appartient à ceux qui le reconnaissent comme tel et qui choisissent de le sauvegarder en tant qu'élément constitutif d'une communauté d'adhésion au sens où l'entendait Renan et non d'une communauté d'origine. À cet égard, la réussite de leur projet est emblématique de l'image du chantier de restauration comme d'une aventure humaine exceptionnelle réunissant autour de la cathédrale blessée des hommes et des femmes de tous horizons, dont les métiers, les nationalités, les confessions, les couleurs de peau, les cultures, les statuts sociaux diffèrent et qui pourtant travaillent au coude à coude pour sauver l'édifice. Parce que, comme disait l'un des caristes du chantier, c'est un symbole, c'est l'humanité.
À tous ceux qui choisissent de voir dans le patrimoine ce qui ressemble plutôt que ce qui sépare, le cordiste et l'archéomètre peuvent donc constituer deux figures exemplaires d'un rapport apaisé aux héritages culturels, constituant, d'où qu'ils viennent, des biens communs à l'ensemble de l'humanité. Derrière les signes lapidaires, c'est donc aussi tout un pan des rapports au patrimoine dans nos sociétés contemporaines qui peuvent s'éclairer sous le regard anthropologique. L'anthropologie consiste à trouver le sens profond des choses, en apparence très simple. L'homme est un animal producteur de sens, il est animé par une fonction tout aussi importante pour lui que les fonctions physiologiques, la fonction symbolique, dont au premier chef le langage. Et ce n'est pas parce qu'une pratique, par exemple, répond à des raisons rationnelles qu'elle est dépourvue de raisons symboliques. Celle-ci est omniprésente, formée tout simplement par le réseau des relations que nous tissons sans cesse entre les choses. Des relations de ressemblance, d'opposition, d'analogie, de causalité, que nous construisons en permanence à partir de notre répertoire individuel d'expériences vécues, de savoirs acquis, de références culturelles. Pour l'anthropologue, tout fait écho, renvoie à des soutènements, à des matrices qui souvent nous échappent. L'exploration de Santiago et Delphine et les enthousiasmes qu'elle suscite n'échappent pas à la règle, elle renferme plus de sens qu'il n'y paraît. Voilà. C'est fini. Bon, bah merci. C'est fini. Merci beaucoup à tous les trois, enfin tous les cinq, hein, avec Delphine et Claudie également, déjà d'une part pour le matériau que vous nous avez livré, à la fois artistique, à la fois scientifique, à la fois méthodologique aussi, hein, que ce soit dans l'approche du relevé, archéologique ou artistique qui nous a été présenté, mais aussi, et là je pense que l'apport des vidéos que tu as faites sur le chantier, Jean-Christophe, elle est importante pour nous montrer à quel point c'est une expérience. Le mot a été prononcé un certain nombre de fois, et c'est nous avoir fait partager cette expérience, ces expériences même, puisqu'elles se croisent, mais elles sont à la fois individuelles, comme le montre le cas de Santiago, qui avait décidé de commencer, de mener ce type de projet, mais aussi collectif par l'intermédiaire des groupes de travail et des laboratoires qui se sont saisis ensuite des différents aspects de cette recherche. Et comme tu le disais en conclusion, hein, le fait que ces signes lapidaires, je pense d'avoir montré dans cette communication, je pense que moi-même je ne me rendais pas compte à quel point c'est révélateur de tout un tas de sujets. Ça focalise, comme tu l'as dit, Claudie l'a dit en conclusion, c'est révélateur du rapport que l'on a au patrimoine, à la fois dans le passé et aussi finalement aujourd'hui. Il y a une forme de mise en abîme, hein, du signe en lui-même et puis de la façon dont il a été appréhendé par Santiago et Delphine sur le chantier. Et du fait que Notre-Dame, comme ça a pu être par le passé, redevient aussi à travers ces méthodologies mises en œuvre et ces nouvelles approches qui sont croisées probablement pour la première fois, un lieu d'innovation dans la recherche sur ce matériau. Et je pense que là c'est peut-être moi à qui manque une connaissance plus précise sur ces marques lapidaires, mais je pense que c'est un corpus qui fera probablement date en termes archéologiques, là, purement archéologiques. Et donc le nombre de signes qui a pu être relevé, comme tu le disais, qui était insoupçonné au début, où tu pensais avoir quelques dizaines de signes, et finalement ce sont plusieurs milliers qui sont livrés aujourd'hui aux archéologues et aux anthropologues pour développer ces nouvelles thématiques. Alors je vais laisser la parole à la salle, je pense qu'il y aura plein de questions, j'en aurai moi-même. À la salle et à distance, bien sûr, puisqu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent également à distance. Mais je voulais vous remercier pour ce sujet et puis la façon dont il a été traité aujourd'hui à plusieurs voix. Je pense que c'était vraiment important que vous puissiez nous livrer ce matériau de la façon dont vous l'avez fait. Donc merci beaucoup.
Oui, juste pour compléter, peut-être, pour expliquer, au début, on avait imaginé que chacun présente sa propre partie, et puis très très vite, on s'est dit que c'était pas possible. Il valait mieux que l'on fonctionne un peu comme une sorte de dialogue entre l'approche de Delphine et de Santiago, et puis la mienne. Il était intéressant de ne pas créer un bloc, mais plutôt de les faire se répondre entre eux. Et c'était, je pense, bien plus intéressant comme ça.